Bonsoir Zana Aganakova. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. J'exagère pas en disant que tout le monde vous connaît en Russie. Tout le monde vous connaît en Russie. Je ne sais pas, il faut demander tout le monde. J'espère qu'encore quelqu'un me souvient. Parce que j'ai quitté mon travail au mois de mars, juste après qu'il y a la guerre. Juste après le début de la guerre, vous avez décidé de claquer la porte. On va voir quelques photos de vous. Je salue Ulysse Gosset qui arrive également. Bonsoir Ulysse. On voit quelques photos de vous. Vous avez été reporter, vous avez présenté les infos en Russie. Vous avez été reporter, envoyé spécial, correspondante ici en France, mais aussi aux États-Unis. On voit quelques images. Et on en parle juste après. Il y a quelques secondes, sur ce tapis rouge de Cannes, marchait Bruce Willis. La fin de l'interview a néanmoins trahi les ambitions politiques de Dominique Strauss-Kahn. Le mariage du président en exercice, même dans le cadre de la planète, est un événement rare. Le pays est divisé en deux. L'issue des élections est impossible à prévoir. Chaque voix comptera. Qu'est-ce que ça vous fait de revoir ces images ? Vous savez que tous ces morceaux de reportage que je fais à l'époque, ils ont disparu de le site de Première Chaîne. Vous n'existez plus sur le site de votre chaîne de télé ? Ouais. En mars, quand vous décidez de claquer la porte, c'est pourquoi ? Parce que vous ne supportez plus de devoir mentir aux téléspectateurs ? On peut résumer les choses comme ça ? J'ai décidé de claquer la porte, pas en mars, mais le 24 février, quand la guerre a commencé. Mais j'étais en mission à Milan. C'était la semaine de Fashion Week en Milan que je découvrais. Et c'était pas compréhensible pourquoi on est là. Il y a de la guerre et on fait, vous voyez, de la mode, de fashion et tout ça. Et j'ai dû rester là-bas pour une semaine. Je rentrais et je posais ma démission. Mais j'ai dû rester pendant 2 semaines. C'est pour la loi russe. Pour moi, c'était insupportable de travailler. Entre le moment où vous avez démissionné et le moment où vous pouviez effectivement partir, il y a eu 2 semaines où vous étiez obligé de rester au boulot sans exact, mais travailler. c'est la loi. C'est par la loi. Oui, ça c'est par la loi russe. On va parler avec vous de la propagande russe vue de l'intérieur. On parlera de Poutine, de ses ambitions. On va parler du peuple russe qu'on décrit, ou que vous décrivez d'ailleurs parfois, un peu comme un peuple de zombies. Me semble-t-il que c'est une expression que vous avez déjà employée. On va en reparler. Mais je voudrais qu'on commence avec un extrait de la télé russe d'aujourd'hui, qui date d'il y a quelques heures ou quelques jours. C'est l'émission de Soloviev, qu'on a l'habitude de présenter et de voir comme le propagandiste en chef. Soloviev et Margarita Simonian, la patronne de Russia Today, qui engueule ceux qui auraient peur de se retrouver jugés devant la cour pénale de La Haye après la guerre. Elle évoque à ce moment-là la possibilité d'une défaite de la Russie. Aux personnes qui ont peur de La Haye, écoutez, vous devriez plutôt avoir peur de perdre, d'être humilié et avoir peur de trahir votre peuple. Laissez-moi vous dire que si nous parvenons à perdre, La Haye, hypothèse ou pas, ira traquer jusqu'au balayeur de pavés dans une rue derrière le Kremlin. Qu'un autre quartier de Kiev soit privé d'électricité ne changera pas l'ampleur de la catastrophe qui s'abattra sur notre pays si nous perdons. C'est inimaginable. On ne peut pas perdre. Si vous avez peur de La Haye, ne sortez pas de chez vous. Si nous perdons, La Haye, ce ne sera pas la question. Il n'y aura plus rien. Le monde entier sera réduit en cendres. Si nous perdons, le monde sera réduit en cendres. Est-ce qu'ils croient ce qu'ils disent, vous qui les connaissez ? C'est un peu chaud. Il faut tenir. Show must go on. Mais pour moi, c'est un message pas pour les Occidentaux, mais pour les Russes. Parce que tout ce que fait et tout ce que dit Poutine à travers les médias officiels, c'est destiné pour l'usage interne. Parce que son but n'est pas trouver une place digne pour la Russie dans le monde, mais pour rester au pouvoir. Donc pour moi, je traduis ça comme un message pour les généraux qui sont fâchés, qui ne sont pas d'accord avec comment l'opération spéciale, merci, est menée en Ukraine. Voilà. Mais ce que l'on voit là, ils font tout ça sciemment. Comment ça se passe ? Ils reçoivent des ordres ? Comment ça se passe concrètement ? Ça se passe chaque vendredi matin. Il y a une meeting dans l'administration de président où il y a toute l'information, tous les ordres ont donné à les chefs de l'information de chaque chaîne publique russe. Voilà. Ça, c'est organisé. C'est pas simplement une ambiance, une atmosphère qui pousse ces gens-là dont on commente les faits et gestes régulièrement à dire ce qu'ils disent. Non, c'est organisé, c'est planifié, c'est voulu. C'est organisé, c'est planifié, c'est voulu, et après c'est une autocensure
que chaque correspondant, chaque journaliste, chaque présentateur, il ajoute dans ça pour être plus visible, plus accolé par le chef. Donc c'est à celui qui sera le plus, le plus zélé. Peut-être, oui. Et parfois, justement, c'est assez surprenant. On se demande où est la marge de liberté, parce que de temps en temps, certains soirs, on voit qu'il y a des personnalités d'anciens députés qui critiquent la façon dont le ministère de la Défense, dont l'armée s'organise. Ils disparaissent. Ils n'ont plus d'enchaîne. Ils disparaissent. Donc c'est pas quelque chose de voulu de laisser de temps en temps quelques critiques émerger. Non. Ils vont être punis par la suite. Non. Il y a toujours une liste des personnes qui peuvent apparaître dans l'écran, qui ne peuvent pas. Ils sont absolument interdits. Quand vous dites ils disparaissent de l'antenne. De l'antenne, oui. Oui, ils disparaissent. Et de l'antenne, de la vision. Oui. Ils peuvent parler. Ils n'existent plus aux yeux du public. Ils n'existent plus, exact. Ils peuvent parler pour les médias indépendants qui sont maintenant transférés à l'étranger, la plupart. Les autres, ils sont complètement détruits, ruinés, ils n'existent plus. Mais dans les médias officiels, il y a des ordres assez stricts. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez pris cette décision de démissionner et de ne pas rentrer en Russie? Vous étiez correspondante à Paris. Qu'est-ce qui vous a vraiment motivé pour dire c'est fini, j'arrête? Pourquoi j'arrêtais? Oui. Parce qu'on ne pouvait pas continuer. C'était pas possible. On est arrivé dans le moment qu'on ne peut pas aller avec propagande. J'ai toujours retenu moi-même, j'ai un peu éloigné de sujets politiques. J'ai essayé de faire la fashion, de cuisine, de tout ça. Ça m'arrivait de faire les sujets politiques aussi. Mais j'imaginais que maintenant, c'est qu'un seul sujet. De faire la propagande, que la guerre, c'est une guerre sacre contre l'Ukraine, contre les nazis. C'est un sujet très sensitif pour tous les Russes, le sujet de nazis. Vous voyez que moi, j'ai jamais eu le grand-parent, parce qu'ils ont tous meurent dans les premiers mois de la Seconde Guerre mondiale. Ma mère était née déjà au fond. Elle était la 5e. Vous imaginez, dans un petit village, dans le nord de la Russie, sans la force, sans l'homme, c'est un peu difficile de survivre. Donc, ce traumatisme historique, il est encore là. C'est pour ça que les Russes ont, d'après toute la propagande, ont réagi comme ça, si fortement, sur le mot nazisme. Il y a des nazismes en Ukraine, il y a des nazismes, ils sont des nazis. Mais vous êtes resté plus de 20 ans sur cette chaîne de télé. Vous avez participé à cette propagande d'une certaine manière, pendant ces 20 années. Oui, malheureusement. Mais j'ai parti déjà en 2005. J'étais présentatrice, j'étais en prime time, j'étais présentatrice de téléjournal. En 2005, j'ai bien compris que quelque chose est vraiment changé. C'était déjà le 2e terme de Poutine et on a appris qu'il serait notre prochain président parce qu'on a dû de le montrer chaque jour. N'importe quoi il a dit, n'importe quoi il a fait, c'était le monsieur Medvedev. En gros, vous expliquez qu'en 2005, c'est effectivement intéressant, parce qu'on comprend bien comment fonctionne la propagande russe, vous devez, chaque jour, commencer à parler de quelqu'un qui est inconnu ou quasiment pour les Russes, c'est-à-dire Dmitri Medvedev. Tous les jours, quoi qu'il fasse, il faut parler de Medvedev à l'antenne. Ouais. Et au bout d'un moment, vous comprenez pourquoi il faut parler de Medvedev. Enfin, très vite, vous comprenez pourquoi il faut parler de Medvedev. C'est lui qui va devenir président fantoche, d'une certaine manière, à la place de Poutine. Tout à fait. C'était comme ça. Pas le choix. Pas le choix, non. Vous, à ce moment-là, vous dites que vous vous éloignez, c'est-à-dire que vous ne présentez plus le journal, mais vous ne vous dites pas, c'est le moment de partir. Non, je demandais de me transférer à l'étranger. À l'étranger. Parce que je pensais qu'en travaillant à l'étranger, j'ai plus de liberté. Et c'était comme ça à l'époque. Quand les rapports entre la Russie et l'Union européenne surtout, c'était très bon. Donc je suis partie à Paris, je travaillais ici, et j'étais absolument libre de parler de l'élection présidentielle, la période que j'adore le plus, parce qu'il y a vraiment des élections présidentielles ici en France, c'est pas comme chez nous. Voilà. Et j'étais presque pas censurée. Tout est commencé avec la guerre en Ukraine en 2014. 2014. Là, vous êtes aux États-Unis. Vous êtes à New York à ce moment-là. Et alors, là aussi, c'est très intéressant de voir ce qu'on vous demande. Qu'est-ce qu'on vous demande comme reportage à l'époque? J'ai dû chercher quelque chose, des mauvaises nouvelles. C'était le moment quand le loi draconique était acceptée en Russie, le droit que les Américains ne peuvent pas adopter. Merci. Adopter les enfants russes. Et je dois chercher les cas quand les maltraitances
des enfants. Quand des Américains ont adopté des enfants et ensuite les ont maltraités. Qu'elle était maltraitée, oui. N'importe quelle petite mal compétence entre les parents et l'enfant, c'était notre sujet. Donc en gros, on vous demande à l'époque de trouver n'importe quel sujet qui va permettre de fragiliser l'image des États-Unis, de critiquer l'image des États-Unis. Il faut que les États-Unis soient mal perçus par les téléspectateurs russes? Oui. Il faut rappeler les mémoires historiques dans les Russes que les États-Unis, c'est notre ennemi quand même. Parce que ce qu'on voit beaucoup, justement, quand on voit les extraits de la télévision russe, c'est à quel point, en ce moment, mais on peut le comprendre puisqu'il y a une guerre, il y a vraiment des mots de haine extrêmement violents contre l'Occident. Mais ça n'a pas démarré là, le 24 février. Il y avait une volonté qui était définie par la rédaction en chef de parler de manière négative de l'Occident. Ça vous était demandé? Oui, vous avez des exemples comme ça? Oui, on a parlé des valeurs, de vraies valeurs. Par exemple, aujourd'hui, je regardais le téléjournal aujourd'hui exprès pour venir ici raconter ce qu'on parle. On a parlé le cas d'ambassadeur russe à Canada qui a dit que la famille, c'est que père, mère et l'enfant. Ça n'existe pas. Deux hommes, deux femmes, c'est une famille qui ont un enfant. Ça n'existe pas. Donc c'était un scandale puisqu'il a publié ça dans ses réseaux sociaux, l'ambassadeur russe. Et donc c'était un scandale. Il était même appelé de présenter ses explications par le ministère des Affaires étrangères canadien. Et voilà, et c'était le sujet numéro 2, 3. Ouais. Voilà, ces fameuses valeurs... Oui, les valeurs décadentes de l'Occident. Et est-ce que c'est efficace réellement? C'est-à-dire que vous avez vu tout ça de l'intérieur, vous avez eu la chance de voyager. Est-ce que la société russe est totalement sous emprise de cette propagande et qu'elle voit ce monde que vous lui décrivez comme la réalité extérieure réellement? Vous savez qu'aujourd'hui, je parlais avec mon collègue qui a démissionné aussi les premiers jours de la guerre. Et cette collègue-là, il a parlé avec sa mère. Et la mère a retourné les mots de son reportage. Et c'était vraiment frappant. C'est intégré dans les cerveaux. C'est intégré dans les cerveaux. Vous voyez, vous avez dans votre foyer quelqu'un qui travaille dans le journalisme, il comprend comment ça marche, mais quand même c'est tellement contagieux. La haine, c'est contagieux. Ça change quelque chose dans votre cerveau, dans votre comportement, dans votre mentalité. Donc ça veut dire que la propagande a fonctionné et que la société russe, en grande partie, a le cerveau complètement infusé par cette propagande. Oui, tout à fait. Mais est-ce que vous imaginez, mais que les zombies se réveillent un jour, qu'ils arrivent à se défaire de cette propagande et à se révolter contre Poutine? J'espère. Mais ça, c'est le plus grand peur de Poutine. Que ça arrive. C'est pour ça que ce message de Margarita Simonian et Vladimir Solovyov, c'est un message pour les généraux, pour ne pas avoir cette idée de tourner leur arme vers le Kremlin. Pour ne pas avoir. Mais le proteste, il monte. Il monte, mais par les... Et c'est un phénomène très intéressant parce que les femmes, ils sont plus courageuses que les hommes en Russie maintenant. Ils en arrivent au bout Notamment les mères, les épouses de soldats? Exact, oui. Oui. Qui sortent dans la rue et qui parlent qu'ils ne peuvent plus. Et voilà, ça c'est l'espoir. Samuel. C'est très intéressant ce que vous dites. Et si je vous comprends bien, notamment, vous dites que la Russie a désigné l'Occident comme son ennemi. Et beaucoup de personnes en Occident disent que si l'OTAN n'avait pas agi comme ça, ou si les États-Unis étaient moins impérialistes ou je ne sais quoi, la Russie aurait des meilleurs rapports avec l'Occident. Mais en fait, vous dites, c'est pas vrai. C'est la Russie qui a désigné l'Occident comme l'ennemi. Et peu importe ce que l'Occident aurait fait, la Russie aurait utilisé ça comme prétexte pour alimenter cette haine. Vous êtes plutôt d'accord avec ça? Absolument oui, parce que, je répète, le bout de M. Poutine, c'est rester au pouvoir. Pour rester au pouvoir, il a besoin d'une petite guerre victorieuse. La petite guerre victorieuse, il faut trouver un ennemi. Et c'est plus facile, je répète encore, c'est la mémoire historique, c'est l'Occident. Et c'était toujours comme ça. C'est la phrase d'ailleurs de Roosevelt et s'utilisait quand il y a des problèmes dans le pays pour défocaliser l'attention publique de problèmes à l'intérieur, de trouver quelque chose à l'extérieur
et après d'avoir une petite guerre victorieuse. Et tout le monde était persuadé que la guerre en Ukraine va terminer dans 3 jours. Ils disent même que les soldats qui étaient le 24 février là-bas ont eu dans leur sac à dos le tenue de parade pour marcher dans le Kiev le 9 mai. Oui, le jour de la fête nationale de russe. la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais nous sommes au mois de novembre et ça va durer, à mon avis. C'est pas... Alors vous dites l'objectif de Poutine, c'est de rester au pouvoir. Exact. Ça fait 9 mois que la guerre a lieu maintenant. On voit pas la fin de la guerre. Est-ce que vous pensez que Poutine peut résister à la défaite de son armée? Ou est-ce qu'il peut être amené à quitter le pouvoir? Ou bien est-ce que vous pensez qu'il va rester longtemps au pouvoir et même jusqu'en 2024, c'est-à-dire la prochaine date des élections? Il fait tout pour rester au pouvoir. Mais sa tactique, sa stratégie, ça je connais pas. Il peut inventer quelque chose pour rester au pouvoir. Ça, c'est son but principal. Mais est-ce que la défaite des armées russes peut amener au remplacement de Poutine? Il trouve une explication parce qu'il y a des médias de son côté. Ils ont tous dirigé. Ils ont tous dit, vous voyez, avant de la guerre, le 21 février, il a appelé le Conseil de sécurité. Il a appelé chacun de dire oui. Est-ce que tu es d'accord avec de reconnaître l'indépendance de cette république self-proclaimed, la république de Lugansk, etc., Donetsk, etc. Donc tout le monde était impliqué. C'est pour ça que Margarita Simonian, d'ailleurs, elle a dit hier que même quelqu'un qui balayait dans le Kremlin, même lui sera dans l'air. Mais ça veut dire que vous dites, au fond, aujourd'hui, que Poutine garde le contrôle du pays. Il garde le contrôle des médias, il garde le contrôle de l'armée, et il peut donc rester au pouvoir. Il peut rester au pouvoir. Si elle garde vraiment un contrôle total, on va voir dans les Il n'est prochains pas mois. menacé. Il est menacé, il a peur. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il a peur? Cette réplique de Simonian. Oui, elle traduit la peur de Poutine. Absolument. Quand elle-même, encore une fois, c'est la patronne de Russia Today, une des propagandistes zélées, et elle-même évoque parmi ses collègues en disant attention, si ça se passe mal pour nous, pour la Russie, ça se passera mal pour tout le monde. Et à la fin, on explique qu'à la fin, le monde sera réduit à l'état de cendre. Donc, n'imaginez pas que vous allez pouvoir tourner les talons et vous retourner contre le pouvoir. Pour vous, ça, c'est directement ce que pense Poutine. Oui. Il fait cette idée dans la tête de toutes les Russes qui c'est on va avoir cette défaite. C'est tout le monde va avoir des problèmes. Voilà, ça, cette idée qui maintenant qui règne. Parce que la situation dans le front, elle n'est pas très C'est-à-dire favorable. que s'il y avait un tribunal international pour juger les crimes de guerre, eh bien, ce ne serait pas simplement les dirigeants russes qui seraient inculpés, mais le peuple russe en général. Exact, ouais. Mais est-ce que ça marche? Est-ce que les Russes croient ce qui est dit? Il faut pas accepter les Russes comme une masse. Ils ont pas, c'est comme les Français. Il y a chacun à son tête et ses raisons de suivre ou ne pas suivre, de partir ou rester. Et il y a des gens qui n'ont pas de côté de Poutine, mais ils n'ont pas de moyens de partir. Ils n'ont pas de possibilité ou courage de protester. C'est une situation quand la société russe est divisée. C'est une partie qui est absolument contre, mais il cherche à faire quelque chose, mais peut-être il n'arrive pas. Et d'autres parties qui en ayant un éléphant dans une chambre, il essaye de ne voir pas cet éléphant, de fermer les yeux. Et ça, c'est la majorité des Russes? J'espère qu'il y a la minorité. J'espère. Et justement, et l'autre partie, alors celle qui voudrait faire quelque chose mais qui n'y arrive pas, est-ce que vous êtes en contact avec certaines personnes en Russie, que ce soit des journalistes, d'anciens collègues, je ne sais pas si vous avez l'occasion de communiquer avec eux par certains biais, qui sont désespérés, qui voudraient partir, qui ne savent pas quoi faire, comment faire? Je connais pas mal de gens qui veulent partir, mais ils n'ont pas de moyens. Vous-même, vous vivez en France? Oui. Et est-ce que vous savez, est-ce que vous êtes surveillé? Est-ce que vous savez si les autorités russes, par exemple, ce soir, surveillent votre parole, si votre quotidien est scruté, avec qui vous parlez, qui vous rencontrez, qu'est-ce que vous racontez? Est-ce que vous vous sentez en sécurité ou est-ce que vous pensez que vous êtes surveillé?
Je ne veux pas répondre à votre demande sur la sécurité, mais le reste, j'ai posté des photos sur mon Instagram hier récemment, parce que le dernier week-end, c'était un événement dans les Récollettes. C'est une grande centre à Paris, où c'était merci, où c'était le 12 jours de écho de Lubimovka. Quand ils lisent des pièces de théâtre et discutent. Et toutes les pièces de théâtre, c'était créé il y a après la guerre ou juste avant la guerre. Donc, ils ont toutes les pièces, ils ont tous de l'actualité. Et c'était aussi des installations. Une installation, c'était des petites figurines. Une des Poutines, faites de coton. Et l'autre, des ballerines. Parce que vous savez, quand on a eu la putsch de 1991 et 93, c'était au moment de putsch, c'était aidez-moi, Swan Lake, c'est un ballet. Lac des Cygnes. La Lac des Cygnes, merci. La Lac des Cygnes, qu'il était toute la journée dans toutes les télés. Oui. Donc c'est une sorte de quelque chose qui se passe dans le pays et on reste de cacher cette information. Donc c'était la figurine de Poutine autour de cette ballerine avec le visage de Poutine. Et la créatrice de cette installation, elle a mis des petits pingles. Des épingles. Oui, des pingles. Des petits pingles pour, vous savez, comme le vaudou de maître. Et toutes les pingles, ils sont partis parce que tout était mis dans le Poutine et dans les petits figurines. J'ai mis ces photos, j'étais bloquée par l'Instagram. Je pense pas que c'est les Américains qui l'ont fait. Et vous, qu'est-ce qui arrive si vous retournez à Moscou? Je sais pas. Vous ne pouvez pas aujourd'hui retourner à Moscou? Non. C'est impossible. Je vois pas la possibilité. Vous avez de la famille là-bas encore qui vit encore en Russie? Mes parents sont pas là. J'ai famille, mais j'ai pas de contact avec cette famille. C'est dangereux d'avoir contact avec moi. C'est dangereux pour eux? Vous avez évoqué le putsch de 91 contre Gorbatchev. Est-ce que l'hypothèse d'un putsch contre Poutine est réaliste ou pas? Est-ce qu'il peut y avoir à l'intérieur du système une rébellion, une révolte contre le chef? Ou est-ce que ça vous paraît totalement impossible? Vous savez, je crois que l'information est un peu... ce qui se passe en Kremlin, c'est un peu hermétique. Oui. Donc l'information ne sort pas. S'il sort, leur propagande organise en façon qu'il y a plusieurs versions. Vous savez, quand l'avion était abattu dans l'Ukraine en 2014, en juillet, il y a tout de suite apparu plusieurs versions pour vraiment disperser l'attention, de faire de jeter de plusieurs versions pour cacher la vérité. Et c'est la même chose. S'il y a une version de putsch apparaît, s'il y a une version, par exemple, ça circule maintenant, c'est peut-être Poutine va être échangé par un fils de chef de service secret, Monsieur Patrushev, voilà, qui est même les ministres d'agriculture. Tout de suite apparaît quelque chose de différent. Donc, et comment vous qualifiez aujourd'hui le régime de Vladimir Poutine? On va vers la dictature. On n'est pas encore là parce qu'on n'a pas d'idéologie. Dictature, c'est toujours idéologie. Nous sommes dans un régime autoritaire très cruel et très dangereux pour le monde. Samuel. Je viens de finir un roman qui s'appelle Le Mage du Kremlin. Je ne sais pas, sur les dessous du pouvoir russe depuis 30 ans. Il y a une scène qui m'a interpellé. C'est une scène où il pénètre dans une salle avec des milliers de gens derrière des ordinateurs, des trolls en fait, qui travaillent pour alimenter la haine en Occident, en fait, en alimentant par exemple les mouvements anti-vaccins, en alimentant les mouvements à l'extrême gauche, qui vont créer des antagonismes, les mouvements les plus, par exemple, qui avec de la haine anti-blanc, pareil à l'extrême droite, les mouvements racistes, etc., pour en fait, dans le but de détruire, de mener une guerre métapolitique et civilisationnelle à l'Occident pour la détruire de l'extérieur de façon non militaire. Est-ce que vous pensez que c'est un vrai objectif du Kremlin et de façon générale du pouvoir russe? La propagande, elle fonctionne comment? Et un des points de propagande, de faire voir que l'idée a une majorité, trouve d'accord de majorité de population. Donc, il crée cette vraiment onde de haine pour faire voir que la majorité des Russes
et les gays, les Américains, les machins, etc. Oui, c'est un moyen de faire passer l'idée de Kremlin. Et donc vous pensez que c'est à des fins de politique intérieure? C'est pour montrer à la population russe que l'Occident est décadent et c'est pas pour détruire l'Occident? Non, c'est pas pour détruire l'Occident. Je répète, le but de Poutine de rester au pouvoir. Donc, tout d'abord, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, c'est destiné pour l'usage interne. D'accord. Même par exemple des chaînes comme RT France qui existaient, ça c'est aussi un usage interne selon vous? 65% des Russes, c'est le chiffre de 2019, donc avant la guerre et avant la pandémie, je ne pense pas que la situation ait amélioré depuis. 65% des Russes vivent avec 200 € par mois. C'est le SMIC en Russie. Le SMIC en France est 6 fois plus. Mmh. Le prix de l'essence en Russie, c'est que 3 fois moins qu'en France. Donc, vous imaginez que les Français, en théorie, comme les Russes, vivent avec la moitié du SMIC, qui est 650 à peu près euros. Est-ce que vous pouvez vivre avec ça? Non, vous ne pouvez pas. Mais, est-ce que vous avez de protestes? Ben oui, bien évidemment. Il faut montrer que vous avez quelqu'un, un ennemi qui est encore plus dangereux que votre pauvreté, votre misère, le prix, etc., etc. Donc, ils trouvent cet ennemi. C'est l'Ouest, c'est les Ukrainiens, les nazis, etc., les gays, etc. Et c'est Zelensky. Monsieur Zelensky, oui. Comment on en parle de Zelensky à la télé russe aujourd'hui? Je ne veux pas répéter ça, parce qu'ils disent n'importe quoi sur lui. Est-ce que vous êtes une exception? Et combien de Russes, selon vos informations, ont quitté la Russie? Est-ce qu'ils restent en Occident? Est-ce qu'ils rentrent? Et puis, est-ce que vous êtes une exception? Parce que finalement, il y a assez peu de journalistes qui ont démissionné comme vous. Il y a eu des cas exemplaires. Cette femme-là. Il y a eu Marina qui est arrivée devant le journal télévisé avec une pancarte « Non à la guerre ». Ouais. Il y a vous, bien sûr, il y a quelques cas, mais vous êtes assez peu nombreux. Combien de Russes ont quitté la Russie? Et à votre avis, est-ce qu'ils restent? Est-ce qu'ils reviennent? Quelle est leur situation? Il n'y a pas de chiffre officiel en Russie, mais on peut trouver, par exemple, les autorités européennes. Donc, il y a quelques millions et demi à peu près qui ont quitté la Russie à partir de la guerre jusqu'à maintenant, à peu près. 1,5 million. 1,5 million. Mais ils ont rentré 1,1 million et quelque chose, à peu près. Donc, à peu près 450, ils ont resté dans le sol européen. Après la guerre. 450 000 sont restés. 450 000. Mais ceux qui rentrent, ils sont inquiétés ou pas? Vous voyez, les gens voyagent. Les gens voyagent par les motifs différents, familial, de santé, de tourisme. Il existe encore, donc, même les Français qui voyagent. Il y a à peu près 100 000, et ça c'est aussi les chiffres officiels, qui ont resté en Kazakhstan. Mais il y a aussi d'autres lieux de destination, pays de destination comme Géorgie, comme Israël, comme les États-Unis. Je veux d'ailleurs les chiffres aujourd'hui que les traversées illégales par les Russes de frontières entre Mexique et Américains augmentaient, attention, 4600%. En octobre, par rapport à octobre l'année dernière. Donc 4600% augmentation de ces immigrations, bien évidemment. Qu'est-ce que vous dites aux Ukrainiens qui sont aujourd'hui confrontés aux missiles, à la guerre? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? J'en suis persuadée qu'on ne peut pas vaincre l'Ukraine. Je suis persuadée absolument... La Russie ne battra pas l'Ukraine. La Russie tente de la détruire. Il faut empêcher ça. Mais on ne peut pas vaincre le peuple ukrainien. Merci, Zhanna Galakova. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec vous, d'avoir accepté de témoigner avec nous en direct ce soir sur le plateau de 22h Max.